Cléopâtre, un nom qui traverse les siècles. Un nom entouré d'or, de drames, de fantasmes et parfois de malentendus. Quand on pense à elle, on imagine une reine séduisante, dangereuse, presque irréelle. Une femme qui aurait gouverné par la beauté plus que par l'intelligence. Une femme réduite à ses relations avec deux hommes puissants, Jules César et Marc-Antoine. Mais cette image est trompeuse, car elle ne dit rien de son règne. Rien de ses décisions, rien de sa vie politique. Cléopâtre n'a pas été racontée par ses alliés. Elle a été racontée par ses vainqueurs. Et l'histoire écrite par Rome n'a jamais été tendre avec les femmes de pouvoir. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps, on va ralentir et on va raconter Cléopâtre. Non pas comme un mythe, mais comme la vraie femme qu'elle était, celle de pouvoir. Une reine qui savait manier les mots, les alliances et même la peur. Cléopâtre naît en 69 avant Jésus-Christ, dans l'un des pays les plus prospères du monde méditerranéen. Le Nil nourrit les hommes et les animaux. Le blé, les dattes, les papyrus, tout est essentiel à la vie de Rome. Mais cette richesse est une épée à double tranchant. Rome dépend de l'Égypte et Rome n'aime jamais être dépendant. Une faiblesse économique devient rapidement une vulnérabilité politique. La dynastie des Ptolémées règne depuis près de 3 siècles. Une dynastie grecque issue des généraux d'Alexandre le Grand, installée en Égypte après la mort du conquérant. Une dynastie marquée par les complots, les mariages incestueux et les assassinats familiaux. Les frères s'entretuent, les sœurs se font exiler, les parents intriguent pour placer leurs enfants sur le trône. Cléopâtre, elle, grandit dans ce monde. Elle voit que le pouvoir ne protège personne, même pas le sang. Elle voit les intrigues, elle voit les trahisons, elle comprend que survivre est déjà une stratégie politique. Mais elle voit aussi la grandeur de ce pays. Le Nil, ce fleuve sacré qui irrigue la terre et nourrit les populations. Les temples, les bibliothèques, les écoles, les marchés colorés d'Alexandrie où se mêlent Grecs, Égyptiens, Juifs, Romains et marchands venus de l'autre bout du monde. Cléopâtre naît au milieu de ce mélange culturel, à la fois reine grecque et héritière d'un trône égyptien. Elle va apprendre de très tôt que son identité sera un outil politique, que pour gouverner, il faudra comprendre la culture de tous ceux qu'elle dirige. Et surtout qu'il faudra savoir se faire respecter par ceux qui, derrière les murs du palais, complotent sans relâche. Contrairement à beaucoup de femmes de son époque, Cléopâtre reçoit une éducation exceptionnelle. Elle n'est pas élevée pour être décorative, mais pour scruter les moindres faits et gestes du palais qui, derrière chaque sourire, chaque mot, cachent une seule chose, un piège. Contrairement à beaucoup de femmes de son époque, Cléopâtre reçoit une éducation exceptionnelle. Elle étudie la philosophie grecque, les grands penseurs, Platon, Aristote et les subtilités de la rhétorique. Elle apprend à raisonner, à débattre, à convaincre. Mais elle ne se limite pas à la théorie. Elle étudie aussi les sciences, les mathématiques et la médecine. Comprendre le corps humain et les plantes lui permettra plus tard de gérer son palais et ses alliés avec précision. L'astronomie n'est pas un simple loisir. Elle lui permet de connaître le calendrier, de prévoir les inondations du Nil et de planifier les récoltes. L'économie et la géopolitique, elle apprend comment Rome dépend du blé égyptien, comment les alliances se construisent et comment les crises peuvent être transformées en opportunités. Mais Cléopâtre ne se contente pas d'étudier pour apprendre. Elle apprend pour gouverner. Elle apprend à parler et à convaincre. Elle apprend à négocier et à manipuler subtilement les alliances. Elle maîtrise plusieurs langues, le grec, l'égyptien, le latin et d'autres dialectes méditerranéens. Cela lui permet de discuter directement avec ses alliés ou avec ses ennemis, sans passer par des intermédiaires qui pourraient la trahir. Apprendre l'égyptien ancien est un geste symbolique et politique. Elle ne se contente pas d'être une reine grecque qui règne sur l'Égypte. Elle veut être reconnue comme légitime sur le trône. Et elle comprend déjà un principe fondamental du pouvoir. L'autorité ne passe pas seulement par la force, mais par l'image et la perception. Cléopâtre est également la première Ptolémée à s'approprier la religion égyptienne. Elle participe au rituel, comprend les dieux et les croyances et se présente comme une figure divine. Une stratégie brillante, montrer qu'elle incarne l'Égypte tout entière et pas seulement la dynastie grecque. Dès son adolescence, Cléopâtre comprend que le pouvoir se joue autant dans la tête des hommes que dans les palais. Chaque conversation, chaque alliance, chaque geste doit être pensé et réfléchi. Elle apprend à observer, à écouter, à analyser. Elle ne doit rien laisser au hasard. C'est cette combinaison de savoir, d'intelligence politique qui font d'elle l'une des femmes les plus influentes du monde. À 18 ans, Cléopâtre monte sur le trône.
officiellement aux côtés de son frère Ptolémée XIII, comme le veut la tradition dynastique. Mais dans les faits, elle gouverne seule. Elle signe des décrets, contrôle les finances, supervise l'armée et décide des alliances. Ses conseillers voient en elle une autorité bien supérieure à celle de son frère. Ce pouvoir dérange. Ptolémée XIII, influencé par ses conseillers, commence à comploter contre elle. Cléopâtre, consciente du danger, tente de négocier et de calmer les tensions. Mais dans un palais où le poison et les intrigues circulent, comme le Nil en crue, la diplomatie seule ne suffit pas. Elle est jeune, certes, mais elle sait se faire respecter. Elle maîtrise l'art de la persuasion et de la manipulation politique. Elle sait qu'il faut parfois céder pour mieux frapper plus tard. Les conseillers de Ptolémée XIII décident de l'écarter. Cléopâtre est chassée, forcée à l'exil. Elle perd son palais, son armée et son titre. Mais elle ne perd pas sa lucidité ni sa stratégie. Elle comprend que l'Égypte seule ne peut résister à Rome. Elle comprend aussi que Rome, malgré ses divisions, peut devenir un allié ou un outil important. Pendant son exil, Cléopâtre apprend à observer Rome de loin. Elle étudie sa politique, ses factions, ses alliances et ses faiblesses. Elle comprend les hommes qui comptent. Jules César, jeune général ambitieux, et plus tard, Marc-Antoine, stratège influent. Elle apprend que pour conquérir son trône, il faudra plus que du courage, il faudra un plan audacieux, du timing et un sens aigu de la mise en scène. Cléopâtre ne se contente pas d'attendre. Elle prépare minutieusement son retour en Égypte. Chaque détail compte. Alliance à former, soutien populaire à mobiliser, message à envoyer aux ennemis et aux amis. Elle transforme son exil en leçon de stratégie politique. C'est cette première chute qui forge sa détermination. Elle comprend que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et surtout que dans un monde dominé par les hommes, elle doit être 2 fois plus rusée, 2 fois plus audacieuse pour survivre et régner. Exilée, Cléopâtre fait un choix ambitieux, se rapprocher de Rome, et plus précisément d'un homme, Jules César. Un jeune général et ambitieux, l'homme le plus influent après leur guerre civile. On raconte qu'elle se serait fait dérouler dans un tapis pour être introduite secrètement dans le palais de César à Alexandrie. Qu'il s'agisse de vérité ou d'exagération, ce geste montre déjà l'intelligence de Cléopâtre. Elle comprend le pouvoir de la mise en scène. Chaque détail de sa présentation est calculé pour marquer l'esprit de César, pour imposer sa légitimité et attirer son soutien. Mais cette relation n'est pas une histoire d'amour classique, c'est une histoire d'alliance politique. César a besoin de stabilité pour Rome et pour ses campagnes. L'Égypte fournit du blé, des ressources et du soutien stratégique. Cléopâtre a besoin d'un allié puissant pour récupérer son trône et défendre son pays. Ils s'utilisent, ils le savent, ils se respectent. Cléopâtre montre alors à César qu'elle est capable de diriger seule, de prendre les commandes d'un pays qui l'a pourtant bâclé à l'époque. Elle montre également qu'elle sait y faire en politique. Elle lui apprend pas mal de choses, ils discutent, ils échangent, et Jules César est impressionné par la femme qu'elle est. Elle ne se contente pas de séduire, elle négocie, elle discute, elle sait ce qu'elle fait. Grâce à cette alliance, Cléopâtre retrouve le pouvoir. Mais elle ne revient pas simplement sur le trône, comme par magie. Elle doit encore convaincre les nobles, stabiliser l'économie et réorganiser l'armée. César, lui, s'assure que l'Égypte continue de soutenir Rome en échange d'un retour de Cléopâtre au pouvoir. Cette alliance marque le début d'une période où Cléopâtre apprend une leçon fondamentale. Le pouvoir ne dépend pas seulement de la force militaire, mais aussi de la stratégie, de la perception publique et de l'image. Elle comprend que Rome peut être un instrument, mais qu'elle doit toujours rester maître de son pays et de sa politique. Césarion, le fils qu'elle a eu avec César, devient également un symbole politique. Pour Cléopâtre, il n'est pas seulement un enfant, il est l'avenir de l'Égypte, un lien avec Rome et une caution légitime pour son trône. Cette décision aura des conséquences des années plus tard et jouera un rôle central dans la tension avec les sénateurs romains. Cléopâtre sait que son succès dépend de sa capacité à jongler entre l'Égypte et Rome, entre alliance et indépendance, entre image et réel. C'est là que se construit la légende, non pas d'une reine manipulée par l'amour, une reine stratège, capable de transformer un exil humain en un retour triomphal. Mais cette alliance dérange Rome. César contient un pouvoir immense. Son duo avec Cléopâtre fait très peur. Il devient indispensable, et pour les sénateurs, dangereux. Il accepte des honneurs excessifs, franchit des limites politiques et brouille la frontière entre république et monarchie. Cléopâtre, de son côté, a introduit Césarion dans ce jeu complexe. Le fils qu'elle a avec César est à moitié égyptien, héritier potentiel du trône romain et symbole de la continuité de la dynastie. Pour les sénateurs romains, cela représente une menace directe. Une monarchie héréditaire pourrait émerger à Rome.
et Rome ne tolère pas la monarchie dans son territoire. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné au Sénat. Il ne meurt pas parce qu'il est cruel ou incompétent, il meurt parce qu'il est devenu indispensable et parce qu'il dérange ceux qui craignent de perdre leur influence. Pour Cléopâtre, c'est un choc. Rome n'est plus un refuge. Son allié, son garant politique, est mort. Elle doit agir vite pour protéger son fils et son trône. Elle ne reste pas inactive. Elle renforce son pouvoir en Égypte, consolide ses alliances locales et prépare son pays à l'éventualité d'une confrontation avec Rome. Césarion devient plus qu'un symbole. Il est une garantie pour l'avenir et Cléopâtre veille à ce qu'il soit reconnu comme héritier légitime. L'assassinat de César montre une leçon politique. Le pouvoir est faible, même pour les hommes les plus puissants. Cléopâtre comprend que l'intelligence et la stratégie sont essentielles pour survivre. Elle apprend à naviguer entre Rome et l'Égypte, entre diplomatie et intimidation, entre séduction et politique. C'est à ce moment qu'elle se transforme en véritable dirigeante. Elle n'est plus seulement la fille d'un pharaon, ni une reine exilée, elle devient une stratège capable de jouer sur plusieurs fronts, de défendre son pays et son héritage, et de préparer son prochain mouvement contre un monde dominé par Rome. Après la mort de César, Cléopâtre retourne en Égypte. Elle gouverne seule, dans un pays riche mais fragile, face à un monde dominé par Rome. Le blé égyptien ne nourrit pas seulement son peuple, elle nourrit aussi Rome. Les impôts, les récoltes, le commerce maritime, chaque décision compte. Elle met en place des mesures pour protéger les ressources et garantir l'approvisionnement de son peuple et de ses alliés. Mais le pouvoir de Cléopâtre ne repose pas seulement sur la politique ou l'économie, elle comprend qu'il faut incarner le pays. Elle se présente comme une figure divine suivant la tradition égyptienne où le pharaon est un dieu vivant. Chaque cérémonie, chaque rituel est calculé minutieusement pour montrer sa légitimité au peuple égyptien. Ses apparitions publiques sont étudiées pour impressionner, imposer le respect et être admirée de tous. Elle consolide également l'armée, réorganise les troupes, renforce les fortifications et s'assure que son pays peut résister à toute menace extérieure. Mais elle sait qu'aucune armée seule ne suffit. Le pouvoir passe aussi par l'image et les alliances. Elle doit être reconnue par son peuple comme une reine légitime, mais aussi par Rome comme une alliée incontournable. Cléopâtre soignait également sa communication. Ses actions publiques, ses choix vestimentaires, son discours, tout est calculé. Elle sait que l'autorité se mesure autant par la perception que par les décisions concrètes. La naissance de Césarion n'est pas qu'un événement familial, c'est un événement politique majeur. Il est le symbole de la continuité de la dynastie entre Rome et l'Égypte, le lien entre l'Égypte et Rome, une garantie pour le futur. Cléopâtre le présente comme héritier légitime, ce qui renforce sa légitimité au pouvoir. À ce stade, Cléopâtre est devenue une dirigeante complète, politique et stratégique, économique et militaire, culturelle et religieuse. Elle ne gouverne pas seulement pour elle-même, elle gouverne pour l'Égypte, pour son peuple, pour son héritage, et surtout, elle comprend que dans un monde dominé par les hommes et les empires, la survie de son pays et de son trône dépendra de sa capacité à jongler entre diplomatie, force et image. C'est cette combinaison unique de compétences qui fait de Cléopâtre l'une des reines les plus remarquables de l'histoire. Elle est jeune, brillante, calculatrice et visionnaire, et pourtant malgré tout, Rome n'a jamais oublié sa présence. Elle représente un défi constant pour l'Empire, une reine capable de défier les plus puissants hommes de son temps. Après la mort de César, Rome est divisée. Le pouvoir est partagé entre plusieurs hommes ambitieux et le pouvoir est instable. Cléopâtre, elle, est déjà préparée. Elle sait que la survie de l'Égypte dépend de ses alliances. Elle doit agir vite pour assurer son trône. Marc-Antoine est l'un des hommes les plus puissants de Rome. Général brillant et politique habile, il contrôle les armées de l'Orient et cherche à imposer son influence sur le monde méditerranéen. Lorsque leurs chemins se croisent, il reconnaît immédiatement en Cléopâtre une alliée précieuse. Elle, de son côté, comprend parfaitement son importance. Avec lui, elle peut protéger l'Égypte et défendre Césarion. Leur relation est souvent décrite comme passionnelle, mais la réalité est d'abord politique. Ensemble, ils imaginent un contre-pouvoir face à Rome, une alliance qui pourrait remodeler l'équilibre du monde. Ils échangent des idées, coordonnent des stratégies militaires, négocient avec des royaumes voisins et partagent une vision politique. Cléopâtre n'est pas seulement une compagne, elle est un partenaire stratégique. Cette alliance fait malheureusement peur à Rome. Octave, futur empereur Auguste, comprend qu'il ne peut pas simplement les vaincre militairement. Il faut discréditer Cléopâtre et Marc-Antoine, les présenter comme des ennemis de Rome, manipulateurs et étrangers dangereux. La propagande romaine se déchaîne.
Cléopâtre devient une sorcière, manipulatrice, séductrice, dangereuse pour Rome. Marc-Antoine, l'homme fort de Rome, est montré comme un homme faible. Pourquoi, me diriez-vous? Tout simplement parce qu'il est amoureux de Cléopâtre. Ces récits amplifiés par les écrivains et orateurs romains préparent l'opinion publique à la guerre et à la conquête de l'Égypte. Mais derrière cette propagande, Cléopâtre et Marc-Antoine consolident petit à petit leur pouvoir. Ils mettent en place des stratégies militaires et politiques, organisent leurs forces et imaginent un futur où Rome et l'Égypte pourraient coexister selon leurs termes. Cette période montre toute la subtilité de Cléopâtre. Elle n'est pas seulement la reine d'Égypte, mais une actrice majeure sur la scène internationale. Elle comprend la force de l'image, la puissance de la communication et l'importance des alliances. Chaque mouvement est calculé, chaque détail est réfléchi, et surtout, elle sait que pour survivre dans ce monde, il faut être à la fois forte, stratégique et imprévisible. L'alliance avec Marc-Antoine marque un moment crucial. C'est l'apogée de sa carrière politique, l'instant où elle devient une figure incontournable dans le jeu des grandes puissances de son temps. Elle n'est plus seulement une reine, elle est un symbole, une stratège, un emblème capable de changer le cours de l'histoire. La bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, marque un tournant définitif pour Cléopâtre et Marc-Antoine. Rome, divisée après la mort de César, assiste à une lutte sans merci entre Octave et le couple égyptien. Marc-Antoine et Cléopâtre ont rassemblé une flotte puissante, des alliances avec les royaumes de l'Orient et des troupes égyptiennes, mais Octave possède des forces disciplinées et bien organisées. Le conflit n'est pas seulement militaire, c'est un affrontement stratégique, politique et médiatique. Octave utilise la propagande à son avantage. Il décrit Marc-Antoine comme un homme faible, aveuglé par l'amour qu'il porte à Cléopâtre, et Cléopâtre comme une femme manipulatrice, dangereuse. Ces récits influencent les troupes et l'opinion publique romaine, préparant le terrain à la victoire d'Octave. Au jour de la bataille, les navires d'Antoine et de Cléopâtre sont confrontés à une flotte romaine plus agile et mieux coordonnée. Cléopâtre, qui suit ses propres calculs stratégiques, prend une décision cruciale. Elle fait retirer sa flotte pour sauver l'Égypte et ses Arians. Marc-Antoine, voyant la fuite de Cléopâtre, perd confiance et voit son moral s'effondrer. La bataille est perdue, et avec elle, tout espoir de maintenir une position forte face à Rome. Après Actium, l'Égypte est isolée et vulnérable. Marc-Antoine, humilié et acculé, se suicide pour ne pas tomber entre les mains d'Octave. Cléopâtre comprend immédiatement l'ampleur du désastre. Rome ne laissera pas sa rivale vivante, et l'Égypte est désormais menacée de conquête totale. Mais Cléopâtre ne se laisse pas submerger par le désespoir. Elle prépare sa propre fin selon sa stratégie. Elle refuse d'être exhibée à Rome comme un trophée. Chaque geste, chaque décision révèle sa capacité à contrôler son destin, même face à la mort. Cette chute montre encore une fois la subtilité de Cléopâtre. Elle ne perd pas par faiblesse, mais parce qu'elle a résisté à Rome jusqu'au bout. Sa vision politique et sa stratégie l'ont toujours placée en position de force. Et même sa défaite devient un témoignage de son intelligence et de sa maîtrise des enjeux. Actium n'est pas seulement une défaite militaire, c'est le point culminant d'une carrière où Cléopâtre a défié Rome, imposé sa légitimité et laissé une trace indélébile dans l'histoire. Même dans la défaite, elle reste un symbole de puissance. Après la défaite à Actium et le suicide de Marc-Antoine, Cléopâtre se retrouve seule face à l'inévitable Rome. Octave approche, prêt à annexer l'Égypte et à réduire la dernière pharaone à un simple trophée de sa victoire. Mais Cléopâtre refuse d'être humiliée. Elle refuse d'être exposée comme un objet, personnalisant le triomphe romain. La reine choisit alors sa propre fin. Selon la tradition, elle aurait utilisé un serpent, peut-être un aspic, pour mettre fin à ses jours. D'autres parlent de poison, de rituels mystérieux, mais l'essentiel n'est pas la méthode. Cléopâtre décide de mourir libre, selon ses propres termes. Cette mort devient un symbole. Elle efface la possibilité que Rome s'empare de son corps et de son autorité. Depuis plus de 2000 ans, les historiens et archéologues cherchent sa tombe. Ils n'ont jamais trouvé de preuves définitives. Certains pensent qu'elle se trouve près d'Alexandrie, d'autres que ses restes ont disparu pour toujours. Le mystère alimente la légende. Cléopâtre n'est pas seulement une reine, elle devient un mythe. Chaque détail de sa vie à sa mort est raconté, réinterprété et amplifié. Certains disent que son corps a été embaumé et caché pour protéger son héritage. D'autres pensent qu'elle a voulu disparaître de l'histoire, laissant derrière elle une énigme que le monde n'a jamais résolue. Mais au-delà du mythe, il y a une vérité historique. Cléopâtre a gouverné un royaume puissant, a pris des décisions audacieuses et a été une stratège remarquable. Sa mort, qu'elle soit dramatique ou pragmatique,
est la dernière affirmation de son autonomie. Même face à Rome, elle est maîtresse de son destin. La disparition de Cléopâtre montre à quel point le pouvoir féminin a toujours été dénigré, rabaissé et caché. Mais elle démontre aussi que le courage, l'intelligence et la stratégie peuvent laisser une trace durable. Cléopâtre ne meurt pas dans l'oubli, elle devient éternelle dans la mémoire collective, inspirant les générations à venir. Au cinéma, Cléopâtre est souvent réduite à sa beauté. Le film de 1963 avec Elizabeth Taylor marque les esprits. De robes somptueuses, sa relation passionnelle avec Marc-Antoine, de longues robes, de grands maquillages, mais cette image masque la stratège, la politicienne et la dirigeante qu'elle était réellement. Dans la culture populaire, Cléopâtre devient un symbole de séduction et de luxe. Ses décisions politiques, son intelligence et sa vision stratégique sont souvent éclipsées par la fascination pour son apparence et ses romances. Et pourtant, ces représentations en disent plus sur notre propre perception du pouvoir féminin que sur elle. Les mythes autour de Cléopâtre soulignent un biais ancien. Les femmes de pouvoir sont souvent jugées sur leur apparence ou leurs relations plutôt que sur leurs compétences et leurs réalisations. Cléopâtre a dirigé un royaume, négocié avec Rome, réorganisé son économie, manipulé des alliances et a survécu à des crises politiques intenses. Son héritage ne se limite pas à la séduction, mais à la maîtrise du pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Aujourd'hui, Cléopâtre inspire débats et études. Les féministes voient en elle une figure de résistance et d'intelligence politique. Les cinéastes et écrivains continuent de revisiter sa légende, parfois en accentuant sur ses traits, sur sa beauté, sur sa séduction et parfois sur la stratège qu'elle était. Les historiens, eux, tentent de séparer le mythe de la réalité. Elle devient ainsi un miroir de notre époque. Comment percevons-nous les femmes au pouvoir ? Son image médiatique révèle nos préjugés, nos obsessions et nos désirs, autant que sa vie historique relève son courage et sa stratégie. Cléopâtre nous rappelle que le pouvoir féminin, même lorsqu'il est brillant et efficace, est souvent raconté à travers des filtres déformants. Et pourtant, malgré des siècles de mythes et de réécriture, la vérité sur sa grandeur subsiste. Elle est à la fois reine, stratège, figure religieuse et symbole de résistance politique. Et elle continue d'inspirer plus de 2000 ans après sa mort. Cléopâtre nous laisse plusieurs leçons. Le pouvoir se construit sur la stratégie, l'intelligence et la perception, autant que sur la force brute. La légitimité d'un dirigeant ne dépend pas seulement de l'héritage ou de la naissance, mais de sa capacité à comprendre et influencer le monde qui l'entoure. Les femmes au pouvoir sont souvent mal comprises et réduites à des stéréotypes, mais leur impact historique peut être immense. Malgré les siècles, malgré les mythes, malgré les déformations, la vérité sur Cléopâtre survit. Elle nous rappelle que la puissance féminine a toujours existé. Même si elle est mal racontée, accentuée, dévalorisée, elle est toujours présente. Et parfois, malgré les légendes et les films, malgré les mensonges des vainqueurs, la réalité persiste. Cléopâtre n'a jamais disparu. Elle continue de fasciner, d'inspirer et de défier nos idées sur le pouvoir, la politique et le genre. Elle reste une figure intemporelle, une reine qui a su imposer sa vision, sa culture et son autorité dans un monde hostile. Aujourd'hui, quand on pense à Cléopâtre, il ne faut pas se contenter de la beauté ou de l'amour. Il faut se rappeler de sa stratégie, de son intelligence et de son courage. Cléopâtre est bien plus qu'un mythe. Elle est une leçon vivante de pouvoir, de résilience et de légende historique. Et si l'histoire a choisi souvent de l'oublier ou de la réduire à des clichés, elle nous rappelle une vérité dérangeante. Le pouvoir féminin existe, il est réel et il façonne le monde depuis toujours. Cléopâtre, elle, n'a jamais disparu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, à dimanche prochain. Bye bye!